à tous. Alors exceptionnellement, on ne fera pas les 5-10 minutes de retard parce qu'en fait on a un timing très très serré. En plus on a 3 vacations à des heures précises. Donc c'est pour ça qu'on va tout de suite amorcer la soirée. Les gens qui arrivent prendront le train en route. Et donc vous inquiétez pas, il y aura peut-être des fois des petits décalages, puisqu'en fait c'est les vacations qui vont primer l'organisation de la soirée. Voilà. Et je remercie d'ailleurs les skippers et une skippeuse de nous consacrer un peu de temps, parce qu'ils sont quand même en course. Et la course prime, faut pas oublier que ce sont des compétiteurs. Voilà. Donc on va démarrer tout de suite. Alors Michael Carnez, vice-président du Conseil Général, bonsoir, merci d'être là. Alors vous êtes un peu à l'initiative de cette soirée. Pourquoi le Conseil Général a souhaité réunir les chefs d'entreprise ce soir pour parler Vendée Globe? Le Finistère qui parle de la Vendée? Tout simple. Non, quoique, pourquoi pas. Et si la Vendée parlait du Finistère aussi, mais je crois qu'ils le font d'ailleurs. Ils le font. De manière, je dirais, assez naturelle, puisque certes cette course c'est le Vendée Globe, mais quand on sait et la qualité et le nombre de skippers engagés qui vivent le Finistère au quotidien, qui vivent Port-la-Forêt au quotidien, je crois que cette course, certes, elle est partie des Sables d'Olonne, mais elle est très, très, très finistérienne. Et donc, il nous a semblé utile de le dire, de le redire, et de saluer celles et ceux qui permettent cela, notamment les entreprises de la filière nautique, permettre qu'elles se rencontrent, puisque je sais que c'est important que les entreprises puissent se rencontrer, qu'elles fassent réseau, qu'elles puissent partager des projets ensemble, et puis les entreprises qui s'intéressent à ce monde quelque part assez merveilleux, de rêve, en tous les cas cette course est mythique, puissent venir ce soir aussi rencontrer les acteurs qui ont déjà cette expérience. Donc pour le Conseil Général du Finistère, on a estimé que c'était certes une course qui s'appelait le Vendée Globe, mais qu'il fallait absolument qu'on se retrouve et qu'on se dise un certain nombre de choses, et que le Finistère est bien le premier département littoral, qu'il est bien le premier département maritime, mais qu'il est aussi le premier département de la filière nautique. Et ça, on a voulu le dire ce soir, le redire, et je pense que les chefs d'entreprise le diront, dans un moment qui est un moment, je crois, difficile pour les entreprises, pour notre économie, pour les Finistériens et les Finistériennes, donner, je dirais, à rêver, quand même, parce que c'est aussi du rêve, c'est aussi donner beaucoup d'espoir, et c'est aussi donner beaucoup de confiance dans ce que nous sommes et dans ce que nous sommes appelés à être, et je crois que la filière nautique peut largement y contribuer à l'avenir de ce département. Alors pourquoi en tant que Conseil Général investir autant, peut-être pourrait-on dire, au moins beaucoup, dans le nautisme? Sur la course, avec le pôle Finistère course au large, avec Nautisme Finistère qui soutient la filière. Donc il y a un vrai parti pris de soutien du nautisme au sens large du terme. Alors pourquoi? Si nous ne le faisions pas, je serais tenté de dire que vous auriez des élus qui ne seraient pas responsables. Nous sommes là pour accompagner notre territoire, nous sommes là pour accompagner son développement, nous sommes là pour accompagner les entreprises de cette filière. Nous sommes là pour dire que cette filière est peut-être plus importante qu'on ne le dit aujourd'hui, que cette filière a un avenir, et que les entreprises qui s'y investissent le font avec beaucoup de force et de détermination. Donc si nous ne le faisions pas, qui le ferait? Et je crois qu'avec un certain nombre d'autres partenaires, nous avons cette volonté. Le Conseil Général du Finistère l'a, la région Bretagne aussi, et nous sommes partenaires à Port-la-Forêt, évidemment, sur le pôle course au large, et puis les chambres consulaires aussi pourraient témoigner de leur investissement sur un certain nombre d'événements nautiques qu'on connaît dans ce département, comme la G2R à Carnot, oui. Bon, la Mini-J et d'autres événements, le Grand Prix Guyadère de Douarnenez. Donc je crois qu'on serait irresponsable de ne pas accompagner ce mouvement, et nous ne serions pas des élus, je dirais, qui seraient à la hauteur des ambitions et des enjeux, et je crois que les Finistériens aussi doivent savoir ce qu'est leur département. Je crois que les Finistériens ne connaissent pas bien leur département, et des soirées de cette nature,
des manifestations de cette nature peuvent aussi faire comprendre aux Finistériens ce que nous sommes et ce que sont les entreprises de ce département. Alors ça fait comprendre aux Finistériens, mais aussi au-delà, puisque pour ne citer qu'un exemple, avec tous les marins qui sont engagés, tous les marins qui sont engagés sur le Vendée Globe, on en aura tout à l'heure quelques-uns au téléphone, et qui s'entraînent au pôle France. Exemple, week-end du départ, double page dans Le Monde, journal national s'il y en est, et on parle de quoi? On parle du pôle Finistère et on parle du Finistère. Donc ça semble être, enfin je ne sais pas si vous le mesurez au niveau du Conseil général, mais quand même un levier de notoriété très important pour le Finistère. C'est pour nous absolument essentiel. C'est identitaire. Je veux dire, si on ne parlait pas de la mer et ce que nous sommes et de la filière nautique, on perdrait une part de notre identité. Perdre une part de son identité, c'est perdre une part de son attractivité. Et je crois que la filière nautique, le nautisme, la plaisance peuvent contribuer à notre attractivité. Attractivité touristique, parce que les deux sont intimement liés, souvent. Et puis attractivité pour faire en sorte que notre département puisse aussi profiter de ce qu'on appelle à l'échelle de la région Bretagne le regain démographique. Le regain démographique, ce sont effectivement des personnes âgées qui veulent venir, je dirais, passer les années de leur vie ici en tranquillité et en sérénité, mais nous souhaitons dire aussi aux chefs d'entreprise, aux créateurs d'entreprises qui veulent innover, que le département du Finistère est une terre d'entrepreneurs et qu'ils trouveront ici, dans ce domaine comme dans d'autres d'ailleurs, toutes les possibilités d'innover. Donc une page dans Le Monde pour parler de double page pour parler de ce que nous sommes, c'est évidemment une chance. Et ce que je disais tout à l'heure, dans un contexte qui est difficile, délicat, où on parle plus souvent du département du Finistère avec des destructions d'emplois, parler de la filière nautique, c'est un signe de confiance, un signe positif qui est donné. Et en tous les cas, c'est la volonté que nous avons au quotidien, parce que certes, nous sommes dans cet événement, mais ça fait des années et des années qu'un certain nombre, je dirais, de personnes qu'on connaît bien se sont engagées pour faire en sorte ensuite qu'une collectivité relaie leur ambition et leur dynamisme, et c'est tous ceux qui sont là ce soir. Alors, sur le pôle France, donc vous, est-ce qu'on peut dire que vous allez estimer que ça devient aussi un levier de développement par rapport à l'image par rapport à l'image, mais aussi le fait que il y a des entreprises finistériennes qui travaillent sur le Vendée Globe, voilerie, chantier, mécanique, électronique. Forcément, au vu du niveau, et on le voit bien sur ce qui se passe, l'actualité aujourd'hui, comme par hasard, je dirais, les 5 premiers, ils s'entraînent au pôle France, au pôle Finistère, qui est un pôle national. Il faut aussi le rappeler. Exemple en tout cas au niveau du pays et voire international. Et donc pour vous c'est un vrai levier de développement économique avec tout l'entraînement que ça provoque. Vous le mesurez vous au niveau du Conseil général? Je pense que les entreprises ici présentes le mesurent, celles qui sont engagées dans la filière, parce que le pôle France et le Vendée Globe c'est la Formule 1 des mers, mais pour arriver à la Formule 1 des mers, c'est un travail, je dirais, au quotidien qui est réalisé, notamment un travail de recherche et d'innovation pour être tout simplement les meilleurs. Et ensuite, quand vous êtes les meilleurs, eh bien, vous pouvez faire en sorte que le plaisancier, le navigateur, je dirais, du quotidien, celui qui aime la mer, mais pas dans la performance sportive, mais je dirais pour tout simplement sa vie, va bénéficier de toutes ces recherches, de toutes ces innovations. Donc oui, on mesure de manière, je dirais, absolument essentielle le fait qu'il soit là, et je serais tenté de le dire, le fait de le garder. Parce que parfois on peut le regarder avec beaucoup d'envie. Donc notre volonté c'est de l'accompagner, de le garder évidemment là, de faire en sorte que les navigateurs qui parcourent les mers du monde, on puisse dire bah oui, ils sont là, ils vivent là, ils aiment ce département, parce qu'il ne faut pas que, je dirais, le vivent pour leur passion sportive, ils le vivent au quotidien. Donc c'est pour nous... et donc le font connaître. Et le font connaître. Et dans un monde qui est un monde aujourd'hui, on va certainement en parler ce soir, mais un monde d'image, on le sait. Enfin voilà, on peut parfois s'en désespérer, mais on est aussi dans un monde d'image. Se donner et donner à voir cette image positive, je dirais de force collective,
parce que c'est une force collective au-delà des navigateurs qui sont seuls sur ce bateau. Ce sont des équipes, ce sont des projets, ce sont des partenariats, ce sont des aventures collectives qui durent sur la mer les 3 mois, mais c'est 4 ans de travail, voire pour certains d'entre eux 10, 20, 30 années de travail. Je pense que on ne peut pas donner plus belle image de ce que nous sommes. Donc on a cette fierté, on a cette volonté de poursuivre, et le Conseil général du Finistère, avec les moyens qui sont les siens, eh bien, essaie d'accompagner, je dirais, cette formidable aventure humaine et toutes ces entreprises qui font ces paris, et surtout dans ces moments qui sont ces moments si délicats pour l'économie de notre département. Merci Mickaël. Alors je vais me tourner vers une entreprise. Pierre Roland, vous êtes le directeur des recycleurs bretons. Je vais juste, avant qu'on démarre la conversation, je vais vous poser une question. Vous sponsorisez un Figaro. Est-ce que le fait d'avoir un pôle sécurise, quand on fait le choix d'aller vers le sponsoring, le fait de savoir qu'il y a un pôle à Port-la-Forêt, ça sécurise un sponsor? Bien sûr, c'est toujours rassurant en fait d'être accompagné, et je pense que c'était une belle opportunité en effet. Ouais. Alors on va aller voir on a été faire un petit tour au Pôle France, un petit reportage sur la préparation du Vendée Globe, donc un reportage réalisé par TBO d'ailleurs, que vous pouvez regarder sur des émissions qui vont être diffusées, un plateau qui a été tourné tout à l'heure. Donc merci. Christian Lepape suit le Vendée Globe avec une grande attention. Sur les 20 skippers qui ont pris le départ de la course, quasiment la moitié sont passés par le centre d'entraînement qu'il dirige, le pôle Finistère course au large. On est un peu des animateurs en fait, et un lien entre les coureurs, les institutionnels, les instances sportives. C'est un lieu où on échange beaucoup, où on discute, c'est un vrai réseau, et donc chacun vient y prendre en fait ce qui l'intéresse, et donc c'est ça qui fait l'efficacité, je crois. La formation initiale se base sur la manœuvre et l'étude des trajectoires par rapport à la météo, mais cette structure, créée dans les années 90, propose aussi des stages spécifiques pour le Vendée Globe par exemple. Là, vraiment, on appuie sur des choses bien précises, un roadbook météo sur toute la planète, des stages de la partie la plus visible, des stages d'entraînement où on recouvre les bateaux et où ils se comparent, et donc chacun en fait en tire des enseignements, nous aussi, et puis on met tout ça dans une marmite, on remue, et puis chacun y retire en tout cas ce qu'il y a d'intéressant. Mais il y a un brassage d'idées et de savoir-faire qui est énorme, donc voilà, pour l'instant ça marche. Le domaine de prédilection du pôle, c'est la course au large sur monocoque 60 pieds et sur monotype Figaro. Il y a 4 ans, les 5 premiers skippers à passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe s'étaient préparés au pôle France de Port-la-Forêt. Alors Pierre Roland, on a parlé du Pôle France là. Vous retrouvez dans ce qui a été dit ce brassage de compétences, parce qu'en fait vous avez commencé le sponsoring un petit peu au fur et à mesure. Vous êtes un voileux déjà. Oui, et puis on a surtout évolué dans la voile puisqu'on a démarré préalablement en 36.7 avec Michel Bottillon, et donc depuis 2011 Michel nous avait emmenés dans la course Figaro. Et puis bon, on a eu, comme vous le savez, un malheur l'année dernière, et depuis donc c'est Simon Troel, et c'est un peu grâce au Pôle France finalement qu'on a trouvé Simon, pardon. Et donc oui, c'était une belle opportunité. Je pense que c'est vraiment un vivier de compétences, et on a eu la chance de trouver ce skipper qui sort du Pôle France. Donc ça c'est intéressant. Alors vous en tant qu'entreprise, vous me disiez au téléphone hier que le sponsoring quelque part ça s'apprend quand même. C'est-à-dire vous avez commencé petit à petit. On a évolué. Vous avez évolué. Je pense que c'est un métier, il faut savoir s'entourer de compétences. Il faut aussi obtenir ce qu'on appelle le retour sur investissement. Donc, alors comment vous le mesurez, ça, ce retour sur investissement? Déjà en termes de notoriété. Donc c'est toujours un petit peu plus difficile pour nous puisqu'on s'adresse, notre clientèle est une clientèle industrielle principalement, donc on n'est pas grand public, mais on organise évidemment des relations publiques. En fait, ce que vous disiez, c'est que ça vous permet, le bateau, et ça tout le monde le reconnaît, que c'est un superbe, la voile est un super outil de relations publiques. Et vous, effectivement, comme vous êtes plutôt vous vendez votre savoir-faire à ce qu'on appelle les grands comptes ou à des collectivités, effectivement, ça vous permet d'accueillir tous ces clients et ces prospects, et pour nouer quand même des superbes relations. Tout à fait, ce sont vraiment des relations directes, on travaille directement, et
en organisant par exemple des départs de course, on essaye d'être présent au départ de course. Bon, on a animé un site internet, bon, c'est peut-être des choses très basiques, mais disons que ça nous a fait évoluer, et aujourd'hui on arrive à mesurer, au bout de 2 ans, on arrive en effet à mesurer quand même ce retour sur investissement. Alors vous avez ce que vous disiez, c'est qu'au fur et à mesure des courses, vous avez des infos, vous lancez des infos par mail. Oui, on essaye toujours d'animer. Je pense qu'on ne le fait pas encore suffisamment, mais on essaye toujours d'animer. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est un vrai métier. C'est pour ça qu'on essaye de s'entourer aussi de gens compétents. Mais je pense que c'est un très bon vecteur. Oui, aujourd'hui, en tout cas, l'entreprise est très satisfaite. Et puis, je crois que ça correspond aussi aux valeurs que nous développons. En fait, notre implication, elle est liée un petit peu. On essaye de trouver un parallèle entre la voile et l'entreprise. Donc, et vous le posez comment ça ? On recherche toujours de la performance, on recherche, je dirais, l'aventure humaine. Je crois qu'on est sensible à ça, la passion, parce qu'il faut un peu de passion, la rigueur, et puis également le développement durable, parce que c'est aussi des valeurs qui sont portées. Oui, c'est un peu le cœur de notre métier. Et quand vous invitez des gens à bord du Figaro, au départ d'une transat par exemple, quand ils reviennent, leurs yeux pétillent, ou ils ont mal au ventre parce qu'ils ont eu mal de mer, je sais pas. Oui, je pense les deux. Les deux. Mais surtout, ça, on peut le quantifier. En tout cas, on le remarque. La relation n'est plus la même. On se rend compte. La relation est différente. C'est-à-dire que je pense qu'on a créé aussi une complicité, des liens avec nos clients, et c'est vraiment le but de rechercher. Et ils suivent après derrière les exploits de votre skipper ? C'est assez étonnant, oui. Parce que des fois, ils m'apportent même de nouvelles informations dont j'étais pas au courant. Donc, oui. C'est eux qui vous informent ? Ça arrive. D'accord, c'est-à-dire qu'ils vont sur les sites. C'est vrai tout à fait. Si, l'information passe vite, et ça nous est arrivé à quelques reprises, oui. D'accord, bon, ça c'est intéressant. Alors, je vais me tourner vers Philippe Daré, donc le président de Saveol. Vous me disiez tout à l'heure au téléphone que vous-même vous avez été très étonné des retours, parce que tout le monde le sait, Saveol, Samantha Davis qui démate, déception, on en reparlera, mais en même temps vous me disiez tout à l'heure, vous étiez très très impressionné de tous les messages sympathiques que vous avez pu recevoir par internet. Oui, tout à fait. On a un site qui vit énormément. On a plus de 7000 fans là aujourd'hui qui sont avec des messages de sympathie, forcément pour Sam, parce que, et puis j'imagine aussi pour Saveol, parce que le soufflet est tombé très vite et il était monté très haut. Il était monté très haut, forcément. Donc la chute a été, la nouvelle nous a un petit peu touché. Maintenant, quand on voit, on va dire le soufflet, quand on parle de soufflet à la vitesse où il est monté, je vous dis, le four était à bonne température, parce que... Mais en même temps, ça a été très préparé. On va le voir dans un reportage avec TBO. Je crois que c'est une opération que vous avez préparée depuis longtemps. Donc, si on pouvait voir le reportage, parce qu'effectivement, le sponsoring, c'est ce qu'on disait d'ailleurs avec vous, c'est que ça ne s'improvise pas, ça s'apprend, et c'est une opération de longue haleine. Donc... Malgré la déception suite au dématage de Samantha Davis, Saveol ne regrette pas d'avoir investi 1,3 million d'euros dans cette aventure. Pour l'entreprise, ce n'était pas un coup d'essai. Nous avons parcouru avec Romain Attanasio le circuit Figaro pendant 2 ans. Nous avons jugé que nous avions la capacité de pouvoir nous lancer dans un nouveau projet. Les retombées médiatiques entre le circuit Figaro et le Vendée Globe n'ont rien à voir. Au Sable d'Olonne, c'était un moment fantastique, puisque nous avons passé 3 semaines au plein cœur du village avec énormément de public. C'est plus d'1 million de visiteurs. Un chiffre auquel s'ajoutent les 35 000 visites sur le site internet du projet lancé fin septembre. Avec YouTube et Dailymotion, ce sont plus de 13 000 heures de vidéos qui ont été visionnées. Et sur Facebook, plus de 12 000 fans ont suivi Samantha Davis et Saveol. Le choix de la course au large est un choix plus risqué que certaines campagnes de pub classiques. Nous savons aussi qu'il y a quand même plusieurs entreprises qui ont déjà laissé des traces quand même très importantes à travers la communication voile, et nous nous sommes inspirés aussi de ces réussites pour se dire que on avait tout à fait la capacité à incarner cette dynamique d'entreprise à travers la voile. Avec des événements comme le baptême du bateau par Laurie Tillman, les multiples visites et les soirées VIP,
C'est 9 mois avant le départ de la course que le sponsoring avait déjà commencé. Donc on le voit, il n'y a pas de hasard dans la réussite d'un sponsoring. Ça fait 9 mois que vous êtes en train de travailler sur ce projet. Ça monte en puissance comment en fait, ce type de projet? Ça commence par une rencontre déjà? Comment? Ça commence par une rencontre avec le Oui, ski. forcément. Cette rencontre, elle s'est passée il y a 4 ans quelque part, parce que suite à l'arrivée de Samantha en 2009, on l'a invitée à notre assemblée générale. Et donc l'histoire a commencé comme ça. Elle avait aussi, lors d'une vidéo, parce que si les personnes qui la suivent, elle est quand même assez fan de tout ce mode de communication. Elle avait parlé qu'il lui restait quelques tomates Savéole, donc elle nous avait montré une barquette de tomates, et c'était une barquette Savéole, comme quoi peu de choses pour commencer une belle histoire. Et ensuite, donc, lors de notre assemblée générale, elle nous a présenté Romain. Et donc, on est parti pour 2 années de classe Figaro. Et ils ont navigué tous les deux sur une très belle course, c'est Concarneau Saint-Barth, je crois, et où ils avaient fait une belle 4e place sur la G2R. Et donc, ensuite, c'est vrai que les liens se sont tissés entre Romain et Samantha, et au fur et à mesure de nos rencontres, Romain nous tenait informés que Sam était en pourparlers avec différents sponsors. Mais bon, comme le temps passe et il fallait à un moment ou un autre activer le dossier, Romain nous a tendu une perche et nous a demandé... Alors une perche à 1 million d'euros quand même, ça c'est pas rien, oui, pour des Léonards en plus. Oui. C'est vrai que... Mais c'est comme ça tout simplement que ça s'est fait. Après, on était avant dans la classe Figaro. La marche, quand on la marche est haute quand même. La marche est haute. Ouais. C'est peut-être un escabeau qu'on a. Mais en même temps, on sent que vous avez comme bien préparé votre coup. Vous avez bien bossé quand même. On est quand même pas né de la dernière pluie. Voilà. On va dire que la communication à Savéole, on connaît depuis très longtemps. Nous étions principalement à la télévision en publicité pendant plus de 10 ans. On s'était dit sur cet aspect de communication, on a fait le tour, on a envie de changer un peu, voilà, envie de changer, envie de raconter des histoires, on venait de fêter nos 30 ans et on est des gens aussi qui aiment relever des challenges, et on s'est dit tiens, pourquoi pas là, on y va. Mettre un grand braquet là. Et c'est vrai que on n'est pas seul non plus sur ce projet-là. D'autres entreprises nous ont accompagnés. Donc il y a Brest Métropole Océane qui a participé, à Crédit Agricole du Finistère aussi, et beaucoup d'entreprises du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc alors la régie me dit qu'on a Samantha au téléphone. Samantha? Allô Samantha? Allô? Allô, oui. Oui, bonjour Samantha. Vous êtes en direct de Océanopolis, Philippe Daré est parmi nous, 150 entreprises qui vous écoutent. Alors forcément, vous êtes déçus, mais moi j'avais envie de vous poser une question. Pourquoi vous aviez envie de repartir sur un Vendée Globe? C'est une course qui est magnifique, donc j'ai pas beaucoup gagné. En plus de la course, c'est le défi d'arriver jusqu'à la ligne de départ, de préparer le bateau, de créer une équipe. C'est un tout en fait. C'est un tout. Et comment ça s'est passé l'histoire avec Savéole? On voit des images d'un super clip, on voit que vous dansez, vous avez une gueule bateau. Comment ça s'est passé avec Savéole? Tu peux répéter, pardon, j'entends pas très bien. La question, comment s'est passée la relation avec l'équipe de Savéole? Ça c'est super, j'ai l'impression d'avoir toute une famille autour de moi. Savéole, c'est pas qu'une personne, c'est 150 producteurs et tous les salariés de l'entreprise. C'est beaucoup plus que juste un sponsor et un skipper, c'est les amis très proches. En plus,
c'est les gens avec le même esprit qui cherchent à pousser les tomates et ils regardent toujours les ciels parce que c'est le climat qui les aide. Et nous aussi, c'est quand on regarde le tour du monde, de naviguer, il faut le métier. Excusez-moi, pardon, j'ai pendant que je parle avec vous, en fait, je suis obligée d'éteindre le moteur et le bateau il part en marche arrière. Ah oui, il faut pas oublier le temps. J'ai les alarmes qui sonnent dans tous les sens ici. Mais un peu complet pour l'actualité, parce que souvent quand ils naviguent avec moi, ils sont connectés à un fer avec les tablettes et ils ont les alarmes qui sonnent, ils partent dans mon bateau pour aller régler leur fer à distance en fait. Donc non, c'est rigolo. Alors quel temps il fait là-bas? Quel temps vous avez là en ce moment? Pardon? Quel temps il fait? Il fait beau? Ça va? C'est pas trop dur comme condition? Ouais, si, il fait beau là, il commence à faire beau, ce qui est sympa parce que ça annonce un temps meilleur pour demain, mais aujourd'hui c'était assez difficile parce qu'on a eu du vent en face et donc la mer en face. Et Soma, c'est assez difficile à avancer. Ce bateau, nous, on a fait un gréement de fortune qui est 8 mètres au lieu d'être 28 mètres, donc c'est un petit bas, mais on n'arrive pas à faire du bruit avec, donc c'est pas très confortable en ce moment. On avance le mieux qu'on peut avec le moteur et le tourmentin sur notre fortune. Mais là, ça commence à mollir et je pense que demain, on va réussir. Aujourd'hui, c'est une journée difficile de ce parti de la route entre Madère et Lisbonne. Et puis demain, ça doit être un peu plus facile avec du petit temps et puis du vent derrière. Ok. Oui, Sam, bonjour, c'est Philippe Daré. Tu m'entends? Salut Philippe. Ça va? Donc, comment dire, je viens de s'allumer il y a peu de temps, là, Romain, là, qui vient d'arriver. Donc, tu vois, il est entre de bonnes mains, il est avec nous. Comment dire, est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que tu penses arriver au Sable d'Olonne ou c'est encore un peu trop tôt? Non, malheureusement, c'est encore trop tôt parce que on peut pas naviguer avec n'importe quelle condition, donc et on a le passage du Cap Finistère à faire qui peut être difficile, donc pour l'instant je sais qu'on va normalement on va arriver à Cascais à côté de Lisbonne vendredi nuit, entre vendredi et samedi, mais après je ne sais pas si on peut continuer tout de suite ou si on est obligé d'arrêter pour attendre parce qu'il y a un peu de vent de nord qui va arriver sur le week-end, donc ça va nous empêcher à avancer, à monter la côte. Donc j'ai vraiment aucune idée pour l'instant, mais on fait notre mieux pour revenir au plus vite. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir tous les messages que tu as eus de tous tes fans, mais je voyais une personne qui te conseillait de mettre une voile de kitesurf. Alors, est-ce que tu imagines arriver dans le chenal des sables avec une voile de kitesurf? Ça serait un scoop? Moi, j'ai demandé à Romain s'il n'avait pas emmené ses ailes de kitesurf à Madère pour nous aider. Je pense que ça peut être une très bonne solution, mais je pense que il faut une aile un peu plus étudiée, un peu plus stable, parce que moi, je suis pas beaucoup de talent en kitesurf. Donc, mais pour ces moments-là, je pense que ceux qui avaient un aile, ils peuvent peut-être avancer mieux que moi. Mais sache que tu as de nombreux supporters qui t'envoient beaucoup de messages. Je pense que tu as peut-être de temps en temps le temps d'en lire quelques-uns, mais c'est très touchant. Alors... Oui, c'est énorme. Le nombre de messages que j'ai reçus depuis le dimanche. En fait, c'est tellement que j'ai pas encore su parce que comme je suis pas trop arrêtée depuis arriver à Madère et repartir pour pouvoir prendre cette fenêtre météo pour revenir vers le continent. Mais Virginie, elles m'ont transféré beaucoup de messages.
que j'ai lu beaucoup, j'ai lu pas mal aussi sur Facebook, mais je sais que j'ai pas su lire encore et ça fait vraiment chaud au cœur le soutien qui est derrière le projet et le nombre de gens qui étaient, je pense, aussi dessus que moi, aussi tristes. C'est impressionnant et oui, ça m'encourage pour la suite. Merci Samantha. En tout cas, je pense que l'équipe de Savéole vous prépare une arrivée triomphante au sable quand vous arrivez. Donc, en tout cas, visiblement, vous êtes entre de bonnes mains. Bon courage en tout cas et merci pour votre vacation. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci et je veux assurer aussi l'équipe de Savéole que j'ai toujours les super tomates Savéole à bord, donc même aujourd'hui on continue à manger des salades de tomates tous les midis. Donc, mes Torino ils vont bien. J'ai pas osé vous poser la question. Donc bonne tomate et bonne salade de tomates en tout cas et puis à bientôt. En tout cas, merci Samantha. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Alors, donc voilà, vous rebondissez là, vous avez effectivement, une fois le choc passé, envie de rebondir, enfin, en tout cas, d'analyser d'une façon très rationnelle, en tout cas les retours. Vous êtes en train de nous dire, enfin, ce que vous avez dit tout à l'heure au téléphone, c'est que vous analysez les choses calmement, et après, pour avoir tous les bons indicateurs, pour savoir ce que vous allez faire par la suite, mais en tout cas, la volonté d'accueillir Samantha au Sable d'Olonne. Ça, c'est évident qu'on ira l'accueillir au sable donc quand elle va arriver. Après, au niveau de l'analyse, on a quelques réunions de prévues là en interne pour aussi bien poser les choses et puis regarder avec nos services internes marketing pour voir un peu qu'est-ce que eux en pensent de cette opération. Et je pense qu'aujourd'hui, même si c'est clair qu'on a un peu de tristesse d'avoir quitté un peu cette course trop vite, mais on a vécu tellement 3 semaines magnifiques à ce départ dans ce village du Vendée Globe. C'est vrai que c'est monté à puissance 1000 d'un coup. On a vraiment eu de très belles retombées. Des très belles retombées médias, ce que vous disiez, Paris Match, 8 pages sur le Vendée Globe, 6 pages sur Sam Davis. Vous avez fait des jaloux quand même. Un peu, oui, quand même, je pense que bon, on avait, même si sans le savoir, quand on a fait ce partenariat avec Samantha, on ne savait pas que ça allait être la seule femme, c'est ce qui est clair. On a forcément plus de retombées de ce fait-là. Après, il faut aussi voir que Samantha a des qualités au niveau de l'art de se mettre vraiment dans des conditions un peu toujours euphorique, un peu elle fait passer une énergie positive. Elle a beaucoup de choses que l'on apprécie en elle et c'est vrai que c'est un plaisir de travailler avec elle. Elle est très professionnelle et en plus elle est attachante et on partage beaucoup de choses ensemble. Je crois qu'elle a dit tout à l'heure qu'elle fait partie un peu de notre famille maintenant, ainsi que Romain aussi. Il y a des liens qui sont tissés avec quelques producteurs qui sont aussi des gens qui adorent la voile et on a fait peut-être une arrivée, on va dire, trop courte dans ce Vendée Globe, mais ça donne envie. Ça donne envie. C'est vrai que on avait goûté à la classe Figaro. Là, on est passé à l'Everest des mers, comme on le dit, et ça a vraiment il y a un véritable impact. Tout à fait. Et malgré Diamatage, vous considérez aujourd'hui il y a quand même un impact. On peut toujours. J'ai pas eu une seule critique d'un seul producteur de quoi que ce soit qui aurait pu me croiser et me dire écoute, ta connerie ça suffit par exemple. Non, pour être franc, je n'ai pas eu. J'ai eu plutôt des messages de soutien. Je vois, on a laissé un panneau près de notre coopérative quand on passe le long de la voie express avec Savéole, avec Sam Davis pour le Vendée Globe. J'ai eu hier soir un président d'un grand groupe breton qui m'a laissé un message vraiment de sympathie et qui trouvait vraiment super notre projet Vendée Globe et qui nous soutenait à fond. Et je pense que aussi bien en interne, on n'en a pas parlé avec les salariés, mais on en parlait tout à l'heure avec les gens de TBO.
On a des drapeaux qui fleurissaient dans les bureaux. On avait créé une dynamique et nos clients aussi ont adhéré. Et tout ça fait que, comme disait monsieur, des fois on apprend des choses par nos clients parce qu'ils se sont accrochés à la course, et ça c'est aussi le charme du Vendée Globe et des autres courses aussi dans le monde de la voile. Je pense que les gens sont simples et ça fait chaud au cœur aussi d'avoir des fois des messages de sympathie comme ça. En tout cas, merci pour le témoignage et puis merci de rester positif. Ça c'est comme une belle leçon. Ça donne envie, non? Non, c'est des skippers qui cherchent. Je crois qu'il va falloir patienter quand même. On n'est pas encore à l'Everest. Hein, mais bon, ça donne envie quand même. Donc, Eric Husneau, après les tomates, les scientifiques. C'est sérieux les tomates parce que c'est bon, mais les scientifiques. Alors, vous êtes un petit peu à part parce que vous êtes copartenaire de Bernard Stamm. Alors, Bernard, il est arrivé vous voir un jour. Bonjour, Eric, j'ai envie de faire quelque chose avec toi. Ou ça s'est passé comment? Oui, ça s'est un petit peu passé comme ça. Bon, par l'intermédiaire d'amis, Bernard avait un projet. Surtout, il avait un nouveau bateau et dans le cadre d'une fondation sur lequel il travaillait, qui est la Fondation Rivage, il disait voilà, je vais faire un nouveau bateau qui est révolutionnaire, qui est moderne, qui est technique, tout neuf. Je vais travailler. Ils disent tout ça, mais je vais travailler avec l'école polytechnique de Lausanne. Alors bon, il y a quand même un ensemble de liens aussi entre Brest, enfin les scientifiques brestois et l'école polytechnique de Lausanne. Et voilà, et je souhaiterais que ce bateau puisse servir à la science. Bon. Donc nous, notre seul job dans cette affaire-là, c'est d'être un peu un trait d'union, un intermédiaire, un marieur, un basse-valène, comme voilà. Et donc on a réuni un ensemble de scientifiques, on a dit voilà, un bateau qui va très vite, qui voilà, qu'est-ce qu'il peut faire, à quoi il peut servir. Et donc on a travaillé sur le sujet et on est arrivé à dire ce qui est très intéressant, c'est le premier mètre 50 d'eau. Alors en fait, on va expliquer rapidement, c'est que Bernard Stamm, à l'intérieur du bateau, il y a un mini laboratoire qui pompe un demi-litre d'eau à peu près toutes les heures, c'est ça? Oui, tout à fait, un demi-litre d'eau toutes les heures. Dans la couche de 1 mètre? Dans la première couche de mètre d'eau, et il y a tout un ensemble de petites sondes qui font ces mesures. Alors ce sont des sondes qui sont très classiques, qu'on trouve sur des bateaux sonographiques, mais sur un bateau sonographique, ça prend un quart de la pièce qui est ici. Donc là, l'objectif, bien évidemment, pour Bernard, c'est de gagner. Donc comment est-ce qu'on pouvait miniaturiser l'ensemble de ces éléments-là? Alors ça allait plus loin, parce qu'il y avait la miniaturisation, parce qu'il fallait pas que ça pèse plus de 10 kilos. Exactement, miniaturisation. Il fallait pas que Bernard soit pris par les manipulations, il fallait que ça soit automatique. Oui, son but c'est de gagner la course. Donc le but c'est comme de gagner la course. Tout à fait. Et le troisième point qui est un point majeur, mais là je vois qu'il y a des grands coureurs qui sont là, donc c'est une machine à laver cette affaire. Donc alors que dans un laboratoire on met des gants blancs, on met des trucs pour faire les mesures. Là on est dans un engin qui tape dans tous les sens. Donc on est vraiment dans la notion de prototype. Donc cette idée-là nous a beaucoup plu parce que on n'était pas là pour sauver les océans, défendre l'ours blanc et le dauphin. On était complètement sur une autre dimension. Ça nous a paru quelque chose de tout à fait intéressant. Mais ce que je tiens à dire, c'était pas la première expérience. On avait déjà fait une expérience avec Bilou, avec Roland, ouais. Et qui avait été vraiment superbe, dans laquelle on s'était dit comment est-ce que des grandes courses comme ça on pouvait transmettre un peu une information scientifique. Et ensemble, on avait fait des tas de choses formidables sur notamment le changement climatique avec l'Europe, dans le cadre de grands programmes européens, sur l'acidification des notions difficiles. Est-ce que les océans sont en train de s'acidifier ou pas? Et ça, on avait monté toutes ces opérations ensemble, notamment à Saint-Malo, et ça avait eu un succès absolument formidable. Un succès grand public formidable. Ce que vous disiez, c'est que la voile vous a servi sur une première étape avec Roland Jourdain quand il était avec SIL. Tout à fait. De faire de la... vous avez utilisé le support voile pour faire de la pédagogie. Et exactement. Ça, c'était vraiment la première étape. Et vous avez vu que la voile était un super vecteur. Formidable. C'est un formidable vecteur d'information parce qu'il y a tout cet immense public qui est là sur les quais, sur les ports, qui il y a la voile, il y a le héros, il y a le bateau, mais il y a l'environnement. Et quand on peut
participer à la compréhension de cet environnement extrêmement complexe, hein, qui est la tranche d'eau, puis la tranche d'air qui est juste au-dessus, hein, c'est compliqué tout ça. Donc quand on peut participer à essayer d'expliquer ce que les scientifiques pensent de comment ça fonctionne toute cette partie-là, bon ben c'est super, et ça marche bien, et ça marche très très bien. Alors juste en résumant, il prend des mesures d'eau voilà, donc il prend des mesures d'eau, bien évidemment, tout ce système est complètement automatisé, et puis lorsqu'il a assez d'énergie sur son bateau, à des moments que lui décide, il transfère l'ensemble de ces données qui partent directement en Suisse à Lausanne. Là, elles sont retraitées pour qu'elles soient à peu près lisibles, elles nous reviennent ici, et nous, à ce moment-là, on les met à la disposition des milieux scientifiques qui sont intéressés par ces données. Alors ce que vous disiez, c'est que ça permet, parce qu'en fait on peut faire aussi des mesures par satellite, mais qui sont moins précises, et le fait d'avoir, parce qu'en fait ce qui est intéressant, c'est qu'un bateau, on sait toujours où il est, donc la mesure d'eau qui est prise à tel endroit, vous pouvez la comparer avec une image satellite, et ça vous permet de beaucoup mieux caractériser l'image du satellite, donc ça fait avancer la connaissance sur les océans. Exactement, donc ça c'est pour calibrer les satellites, et pour le reste, ça participe à l'immense quantité de besoin de données, des millions de données qui sont nécessaires pour comprendre comment fonctionnent les océans. Là, ce qui est intéressant, c'est que ces bateaux vont très vite. Ils vont dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de bateaux océanographiques. Il y a une zone qu'on appelle par exemple la convergence antarctique. Il n'y a pas beaucoup de bateaux. Et envoyer un bateau océanographique là-bas, ça coûte un fric fou. Hein. Donc il y a des bateaux océanographiques qui y vont. Ils y vont lentement, ils font leurs mesures. Ça prend beaucoup de temps. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant d'avoir des séries de mesures en continu tout autour du globe. Et ça participe complètement à l'immense masse de données. Vous savez que les scientifiques, toutes les données servent à tout le monde. Et donc elles sont utilisées après pour comprendre un peu comment ça marche. Et ça aussi, ça permet aussi de faire avancer. Alors là, on était dans un environnement, mais ce qu'on voulait aussi ce soir, c'est dire que effectivement, il y a le Vendée Globe, mais il y a aussi les gens qui font de la voile un peu tous les jours. Et il y a Christian Bourrelet qui est là, directeur du chantier Structure, qui est une belle aventure. Et alors, on a souhaité avoir son témoignage parce que lui aussi, il a démarré dans la course au large. En fait, vous avez fait la Mini Transat. Donc vous êtes un passionné de course, et puis petit à petit dans votre entreprise il y a toujours un aller-retour entre la course au large et la série, puisque vous êtes l'heureux concepteur de la série Pogo qui a quand même fait parler d'elle. Aujourd'hui, il y a combien de Pogo qui naviguent? Il y a environ 600 Pogo qui naviguent un peu par le monde, partout. Donc ça aussi, ça véhicule l'image finistérienne. Donc votre histoire, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez commencé par, vous êtes coureur, vous avez commencé par faire des protos pour la Mini Transat, et puis petit à petit, vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas faire de la série? C'est comme ça que ça s'est passé? Oui, ça s'est passé comme ça. On a commencé par construire des bateaux de course, donc par les petits Mini qui étaient un petit peu, si on peut dire, les grands frères des IMOCA qui courent le Vendée Globe maintenant. Vous me disiez que c'était les Mini qui avaient piqué, les IMOCA avaient piqué les idées des Mini, non? Non, on peut pas dire ça, non. Les Mini sont un peu plus anciens historiquement que les IMOCA, mais ça a servi sûrement d'inspiration aux premières générations d'IMOCA, mais après les deux séries ont évolué parallèlement en restant assez proches dans la conception des bateaux larges, des bateaux qui planent, des bateaux qui vont vite, des bateaux de glisse, quoi. Ouais. Des bateaux de glisse. Alors, des bateaux faits pour aller au large aussi. Et en fait, ce que vous disiez aussi, c'est que vous avez lancé une série qui aujourd'hui, ça a plusieurs centaines de pogos, mais vous continuez à faire de la course au large. Alors oui, on a gardé l'activité course au large, donc on fait toujours des Mini et des classes 40 qui sont dans le même esprit que les 60 pieds là. Donc pour rester au contact de la course au large, et pour s'obliger à évoluer et à se bouger pour rester au top, et aussi pour avoir des nouvelles idées pour améliorer les bateaux de plaisance de tout le monde qu'on construit en majorité quand même. Alors pour vous, c'est un laboratoire, cette course au large. Et comment vous passez de l'expérience acquise de la course au large vers la construction de séries? Alors on a toujours un petit temps d'avance dans la construction des bateaux de course, et ensuite on les applique aux bateaux de croisière. Alors il y a quand même une volonté très proche
des coureurs au large et de la plupart des plaisanciers qui vont au large et qui font des grandes traversées, c'est qu'ils ont un petit peu les mêmes besoins. Ils ont besoin de bateaux évidemment pour le large, des bateaux qui peuvent être menés en équipage réduit et en solo, des bateaux qui ont des équilibres de route importants, qui peuvent être laissés aux pilotes. Et il y a plein d'exemples comme ça. Et puis tout récemment, enfin assez récemment, les mêmes soucis de protection d'équipage. Donc ça fait que on peut appliquer beaucoup des concepts de ces bateaux de course au large sur les bateaux de croisière. C'est les bateaux de Monsieur Tout le Monde, mais enfin, qui ne sont pas des bateaux de croisière de Monsieur Tout le Monde avec vous, parce que c'est quand même une niche, enfin ce qu'on appelle une niche de marché. C'est les gens qui achètent vos bateaux, c'est des gens qui aiment bien naviguer, hein, parce que c'est quand même des bateaux assez typés, qui vont vite. Ils sont pas forcément, ils sont plutôt moins confortables que certaines caravanes flottantes. Hein. Bon, ça c'est des marchés. Voilà. Il en faut tous les goûts, c'est ce qui fait la richesse. Mais alors, on est moins confortable. Ça dépend comment on paraître. Ça peut paraître ça, mais en fait, sur les bateaux de croisière, on a aussi besoin de construire léger pour pouvoir mettre des éléments de confort, parce que les gens qui partent longtemps sur leur bateau, ils ont aussi besoin de confort, mais ils veulent pas perdre la qualité du bateau. Donc, au point de départ, il faut construire des bateaux légers pour ne pas trop les alourdir avec des équipements de confort. Donc, il y a aussi des carrés, il y a aussi des vraies cuisines dans nos bateaux de croisière. Il y a le chauffage, il y a l'eau courante, mais il faut que ça reste des bons bateaux de large quand même. Et en interne, au niveau de vos équipes, le fait de continuer à être investi dans la course au large, ça crée une dynamique au sein du chantier? Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Oui, les gens courent, quasiment tous les salariés suivent toutes les courses au large qui se présentent. Et évidemment, le Vendée Globe aussi, évidemment. Et donc vous voyez un entrain au niveau de vos salariés et le fait même que vous, l'entreprise continue à faire des prototypes, ça participe à la dynamique. Oui, ils suivent toutes les courses dans lesquelles on a des bateaux engagés et ça motive les gens, ça leur fait prendre conscience qu'il faut faire très attention à la construction des bateaux qui peuvent être malmenés, qu'il faut que ce soit très bien fait, que ce soit solide. Voilà, c'est super positif de ce côté-là. Bah, merci Christian, en tout cas longue vie à ce chantier dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est le 3e, 4e chantier français aujourd'hui. J'ignore complètement. Si, on a été regardé. Ah bon? Ouais. Si on considère l'ensemble Beneteau-Jeannot comme un chantier, je crois que vous êtes le 3e, 4e chantier français. Voilà. Bon, au moins vous avez pris quelque chose ce soir. Vous avez bien fait de venir. Michael, vous avez 1 minute pour conclure cette table ronde. Je crois qu'au travers des différents témoignages, c'est toute la richesse d'une course qui a été présentée entre je dirais, la science et l'absolue nécessité qu'on a de la connaissance, à avoir de la connaissance de la mer. Quelqu'un qui est sur les Figaro, un sponsor qui porte des valeurs au travers de cette aventure. Une entreprise qui a choisi d'aller beaucoup plus loin dans la démarche, mais parce qu'elle en a les moyens aussi, et c'est une aventure, je dirais, collective, et puis un chantier qui participe. Je crois que là, on a, je dirais, la richesse de cette filière, et je dirais qu'on a une belle course, et dans quelques semaines, le salon nautique, et je crois que cette richesse sera encore présente, et que je vous invite à aller les rencontrer à nouveau au salon nautique. Alors, la journée du Finistère, c'est le mardi 11 décembre, à quelle heure? C'est toute la journée, et puis la présidente de Nautisme en Finistère qui sera présente, elle. Moi je ne pourrai pas en être parce que j'ai d'autres obligations, mais Nathalie sera là. Eh ben merci à tous, en tout cas merci de vos témoignages. Alors voilà, Nathalie Conan-Mathieu. Alors présidente de Nautisme en Finistère depuis un an, mai 2011. Il est peut-être pas muté, il faut appuyer sur le bouton. Attends. Voilà. Mai 2011. Alors ça y est, vous avez pris vos marques. C'est bon. C'est bon là, ça y est. Vous avez compris la complexité de ce milieu, mais sa richesse aussi. C'est un milieu que je connaissais parce que je suis finistérienne et que j'habite au bord de la mer, mais je pratique très très peu la voile, je ne l'ai pas apprise. Et c'est femme de marin. Femme de marin, ouais. Mais c'est un milieu que je découvre tous les jours parce que
Ce sont des coureurs, ce sont des jeunes qui sont dans les centres nautiques, ce sont des industriels, ce sont des petites entreprises, ce sont des associations, ce sont des professeurs et des principaux, j'en vois en face de moi, de collège, qui sont super motivés et passionnés par la voile. Donc c'est un monde assez exceptionnel. Alors c'est un monde exceptionnel et c'est un monde très riche, parce que vous êtes présidente aussi de la SEM de Port-la-Forêt, et on a été faire un petit tour, on a été mettre nos caméras, parce qu'il y a des choses qu'on voit beaucoup de bateaux à Port-la-Forêt, et puis il y a des choses qui se passent dans les bâtiments, et on va aller voir, et on va découvrir 2 personnes passionnantes. Merfort est un bureau d'études créé par Michel Desjoyaux. Merfort travaille sur différents projets. Un projet concerne l'aile rigide articulée que vous voyez derrière moi. L'aile rigide articulée est un nouveau mode de propulsion. On a souhaité prendre le train en marche de cette techno. Parce qu'on croit que c'est une technologie d'avenir. Donc on s'appuie sur un programme de compétition qui nous permet d'apprendre non seulement les logiciels capables de calculer et de dessiner ces ailes, mais aussi de les construire, de façon à pouvoir proposer ce savoir, cette expérience que l'on va acquérir sur la petite coupe de l'América vers des projets de cargo à voile, de transport de marchandises à voile et à aile rigide articulée. Un autre projet sur lequel on travaille, c'est l'optimisation de la performance énergétique et la performance vélique d'un paquebot à voile, le Club Med 2, un paquebot de 180 mètres de long, 5 mâts, 7000 mètres carrés de voilure, et pour lequel le client nous demande d'optimiser non seulement le rendement, mais la plage d'utilisation des voiles de façon à, bien entendu, économiser le carburant. L'idée est de développer un nouveau type de capteur permettant l'aide au réglage automatique de tout le système de voilure. Absolument, ces capteurs et tout le développement que l'on opère sur le Club Med 2 peut être utilisé sur l'ensemble des bateaux de travail à la voile, partout où on a besoin de se détacher des réglages de la voilure, parce qu'on est en train de faire autre chose sur le bateau, à la pêche, au cargo, et ainsi de suite. Merfort aujourd'hui, c'est 3 ingénieurs, 2 ingénieurs arts et métiers, un ingénieur ENSTA Bretagne, et un architecte naval. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chantiers qui nous appellent, de gros chantiers français connus, et des chantiers à l'étranger qui commencent aussi à venir chercher un savoir-faire. Le métier d'origine de Seleka, c'est de fabriquer des bateaux plutôt de course, plutôt avec des matériaux composites de haute qualité. Seleka Technologies n'est pas du tout dans la grande série, on est typiquement des fabricants de prototypes, que ce soit des bateaux de course, que ce soit des pièces plus industrielles. On se situe souvent, de par les matériaux que nous transformons, dans des séries très petites ou prototypes. Donc cette démarche nous a amené à faire des pièces pour la DCN de Lorient, à faire un certain nombre de pièces pour une entreprise parisienne notamment qui fabrique des centrifugeuses un peu techniques, on va dire. Et puis très récemment, on est assez satisfait d'avoir pu signer un contrat avec l'entreprise Sabella de Quimper, qui nous a confié la fabrication des pales de leur hydrolienne D10 qui sera immergée dans le Fromveur l'année prochaine. Typiquement, Sabella, le gros intérêt, c'est que c'est à la fois une démarche industrielle et à la fois une démarche qui est tout à fait en adéquation avec notre savoir-faire. Ce qui n'est pas très souvent le cas. Donc là, on a vraiment une chance incroyable de pouvoir à la fois faire ce qu'on sait faire et le mettre à la disposition de l'industrie. Alors le projet avec Sabella, c'est de bien entendu les suivre, de ne pas les lâcher au milieu du guet. Et puis bon, ça on a été tout à fait clair avec Jean-François Davio, c'est-à-dire que notre métier n'est pas de faire de la grande série. En revanche, on travaille avec lui et main dans la main dans le développement de cette hydrolienne. L'idée derrière ça étant de faire une partie de la série, ou en tout cas de rester de maître d'œuvre, si tant est que ça convienne à Jean-François, de rester de maître d'œuvre de fabrication de ces pales, quitte à le sous-traiter ponctuellement à d'autres intervenants. Ouais, c'est top. C'est bien. Ouais. On voit
voit rien. On voit des bateaux à Port-la-Forêt, on voit beaucoup de mâts, et puis en fait il y a des bâtiments, et derrière ces bâtiments, on est peut-être en train de travailler sur le futur paquebot, sur les futurs paquebots. On est en train de travailler sur les pales de la future hydrolienne qui va être mise à l'eau au printemps dans le Fromber. Donc ça, la course au large mène à tout là. Bah, c'est ce qu'expliquait Michael tout à l'heure sur la table ronde, c'est que l'objectif pour nous dans ce Vendée Globe, c'est de montrer les savoir-faire du Finistère et montrer que le Finistère, c'est de la recherche, c'est de l'innovation, c'est de la technologie de pointe et que les Finistériens doivent aussi savoir que tout ça existe sur leur département. Donc c'est vrai que Port-la-Forêt, pour le coup, c'est une concentration de matière grise. C'est une concentration de technicité, d'innovation, de savoir-faire, de compétences, d'expertise. Et du haut niveau, du haut niveau, et de la course, et de la compétition. Et des restaurants. Et voilà, et plein de choses, et des plaisanciers. Des plaisanciers. Donc c'est intéressant tout ce brassage là. Ouais, j'invite tout le monde à passer à Port-la-Forêt. Parce que c'est vraiment un endroit magnifique. Alors c'est sûr que chacun est dans son entreprise, chacun est dans son milieu, dans sa stratégie, mais c'est vrai que quand on voit, on disait ça tout à l'heure avec Michel Desjoyaux, quand on voit le nombre de personnes à fouler le port le dimanche et à contempler les bateaux, les 60 pieds quand ils sont au bassin, c'est vraiment magnifique. Alors c'est ça qui est extraordinaire dans un port, c'est que d'un côté c'est un lieu de balade, c'est un lieu touristique oui. En fait, on peut aller jusque là, c'est un lieu de détente, un lieu de loisir pour les gens qui partent sur l'eau, qui pratiquent la voile, mais c'est aussi un lieu d'ingénierie où effectivement se fabriquent quelques projets industriels de demain. C'est la spécificité, je pense, de Port-la-Forêt, c'est à la fois un port de plaisance avec plus de 1000 places, c'est une destination touristique, puisqu'on a plus de 14 000 nuitées annuellement aux visiteurs, et c'est un monde de technologie, et c'est un monde d'apprentissage, et c'est un monde de formation, parce qu'on a aussi une école de voile, on a aussi des centres nautiques, donc Port-la-Forêt c'est tout ça, c'est souvent j'ai l'habitude de dire que si vous voulez voir une filière nautique, une structuration nautique, eh ben faut venir à Port-la-Forêt, parce que là pour le coup je sais pas trop ce qui manque en fait. Et tout le monde se retrouve le midi au restaurant à parler de projets, de voiles, c'est très sérieux en plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est tout ce brassage. Un brassage, que vous soyez marin ou pas marin, on vous accepte dans le club. Vous en savez quelque chose? Oui, non mais c'est vrai que c'est jamais évident c'est de participer à tout ça, mais quand on montre son envie et en tous les cas le respect, parce qu'il y a beaucoup de respect oui. dans le travail des uns et des autres et de solidarité entre eux, ben voilà, ça fait cette force-là et on aimerait bien que Port-la-Forêt, ça soit une des vitrines du Finistère et que Port-la-Forêt aide les autres communes, les autres collectivités à montrer toute la valeur du maritime et du nautisme sur le territoire finistérien. En fait, le Finistère a réinventé la Silicon Valley. Ouais, c'est la vallée des fous en fait. Ah, donc il l'a réinventé. Alors il l'a réinventé. En anglais, je sais même pas comment ça se dit. Ah, moi non plus. Mais non, Port-la, c'est tout ça. Voilà. Donc c'est une belle histoire en tout cas. Oui, c'est une très belle histoire et je remercie vraiment tous ceux qui ont participé à cette histoire-là, parce que tous ceux qu'on a vus dans le reportage, eh bien sans eux, on n'aurait jamais pu construire ce Port-la-Forêt. Finalement, moi j'arrive 40 ans après la construction du port, 20 ans après le début de l'histoire de Finistère Course au Large, et finalement on se dit que il faut capitaliser tout ça et faire que ça continue encore chez nous dans le Finistère. En tout cas, j'ai hâte de voir le futur paquebot avec des ailes rigides. Ça, le jour où il y aura ça devant Port-la-Forêt, je peux vous dire, ça va faire le buzz. Voilà. Je suis sûr qu'il puisse rentrer dans le port. Non, mais il peut rester devant quand même. Voilà. Okay. Merci Nathalie. Merci. Ah bah faites comme chez vous, hein, pas de souci. Oh non, c'est bien là. Qui manque Michel, il est où? Il cause? Il se réveille. Alors, c'est bon, on est dans les temps. Alors, on a vu ce qui se passait à Port-la-Forêt, mais juste pour finir sur la course au large, il y a une vie après la course au large, même si ça continue, Roland. Roland, il va prendre le micro.
donc Roland, on a vu que Michel a créé son bureau d'études, Merforte. Roland, vous avez créé Kairos, au départ pour faire forcément de la gestion de projets sportifs. Et en fait, depuis 2 ans, vous avez 2 ou 3 ans, vous avez commencé à vous investir dans la construction en biocomposite. Et on va aller voir un petit reportage, puisqu'il y a des caméras qui ont été filmées chez vous à Concarneau. C'était lundi. Voilà.